Voici la revue de presse. Bonjour Marion Lagardère. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, cette question, peut-on encore croire ce qu'on nous annonce ? Oui, dit comme ça, c'est un brin complotiste, je vous l'accorde. Et pourtant, hier après-midi, la une du Monde avait de quoi nous interpeller. Vive émotion après le meurtre d'un journaliste russe à Kiev, titrait le journal. Photo pleine page d'Arkady Babchenko, le reporter tué par balle. Sauf que, à peine terminé la lecture du papier, excellent par ailleurs, j'allume la radio, Europe 1 évidemment, et là, qu'entends-je ? Retournement spectaculaire, le journaliste russe est vivant, il est réapparu en chair et en os lors d'une conférence de presse organisée par les services secrets ukrainiens. Alors certes, la nouvelle est bonne, le journaliste est vivant, mais la méthode interroge. Elle suscite stupeur et critique, écrit Le Monde sur son site ce matin. Le Parisien titre sur l'incroyable fake news à la sauce ukrainienne et note que la mise en scène n'a pas été du goût de tout le monde. L'ONG Reporters sans frontières, par exemple, condamne une simulation navrante et pour cause. La victoire tactique des Ukrainiens pourrait bien se transformer en désastre stratégique, explique un spécialiste de la Russie, Marc Galeotti, dans le Figaro. J'ose à peine imaginer, dit-il, comment leurs ennemis russes vont rire désormais lorsqu'ils les accuseront de quelque chose. Mais surtout, ajoute le même analyste dans Libération, en coopérant avec les services ukrainiens, Babchenko a validé la thèse de Moscou selon laquelle les journalistes ne sont pas des décrypteurs objectifs de la réalité, mais bien des agents à notre époque de post-vérité, dit-il. Ce sont des jeux dangereux. Sean Walker, dans le quotidien britannique The Guardian, ne dit pas autre chose. La prochaine fois qu'un journaliste ou un opposant sera abattu, empoisonné ou défenestré, dit-il, la première question sera forcément, au fond, est-il vraiment mort ? Ravageur donc, d'autant qu'il y a bel et bien des journalistes dont la mort n'a pas été élucidée. Entre autres, rappelle Libération, celle de Pavel Tcheremet, reporter biélorusse dont la voiture a explosé dans le centre-ville de Kiev en juillet 2016. Lui n'est jamais revenu et l'enquête sur son assassinat n'a pas abouti. Et puis au-delà de la Russie, il y en a d'autres. L'une des dernières en date, c'est Daphné, c'est ça ? Daphné Caruana. Daphné, pardon, c'est une faute de frappe. Caruana Galizia, journaliste à Malte, voilà, on s'en souvient, morte elle aussi dans l'explosion de sa voiture. Oui, assassinée. Alors qu'elle enquêtait sur plusieurs affaires de corruption, on retrouve son visage souriant dans le magazine Society qui essaye de faire le point sur l'enquête. Je dis essaye parce qu'à lire le reportage d'Anthony Mansuy, on comprend que là non plus, ça n'avance pas beaucoup. Ça n'aboutit pas, résume le journaliste Joseph Muscat. C'est une faillite du système. Il en reste que finalement, le crime paye. Même scénario pour Jan Kuciak, 27 ans, lui aussi travaillait sur le crime organisé et la corruption et qu'on a retrouvé mort le 21 février en Slovaquie. Society qui publie également une longue interview croisée des deux cadors du journalisme d'investigation en France, en l'occurrence Élise Lucet pour Cache Investigation et Fabrice Arfi pour Mediapart. 8 pages où tous les deux font le même constat. Enquêter en France aujourd'hui, faire du journalisme d'investigation, c'est de plus en plus difficile. Élise Lucet rappelle qu'elle en est à sa 5e mise en examen. On a même un État, l'Azerbaïdjan, dit-elle, qui nous poursuit en justice pour avoir utilisé le mot dictature, sans compter Vincent Bolloré qui a enclenché 6 procès en 6 mois. Nous, à France Télévisions, on a les moyens d'engager des frais d'avocat, dit-elle, mais pour d'autres, les plus petits, c'est très compliqué. Une interview dans laquelle journalistes politiques et éditorialistes en prennent par ailleurs pour leur grade. Haro sur les victimes consentantes de la com, sur ces rédactions qui acceptent que les ministres relisent leurs interviews avant publication, sur la connivence en général. Le pire ennemi du journaliste, résume Fabrice Arfi, ce n'est pas le mensonge, c'est la communication, parce que, comme dit un vieux proverbe écossais, il n'y a pas de mensonge s'il n'y a personne pour l'écouter. Interview à lire donc dans le dernier numéro de Society. Et puisqu'on parle de communication, force est de constater ce matin que le gouvernement n'a pas lésiné, il n'a pas chômé. À commencer par Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, en interview dans Ouest France, l'Express et même Sciences et Avenir, enseignement toujours, mais cette fois pour le supérieur. Frédérique Vidal, interrogée par La Provence sur Parcoursup. Je comprends le stress des familles, dit-elle. Autre porte-parole de l'action gouvernementale, Jean-Paul Delevoye, qui n'est pas ministre, mais qui est chargé de réformer les retraites et qui explique le futur système. Dans Le Parisien, Le Progrès ou encore La Voix du Nord sur les retraites, les Français ne veulent pas être trompés, dit-il dans les dernières nouvelles d'Alsace. C'est vrai que c'est pas faux. Enfin, Agnès Buzyn, ministre de la Santé, qui détaille, elle, son plan pour les personnes âgées dépendantes dans l'Opinion qui met l'extrait suivant en titre. Ce n'est pas un défaut de vieillir, c'est une chance, lance la ministre. Là aussi, c'est pas faux. Mais qui croire ? Agnès Buzyn
ou la une de Nord-Éclair. Roubaix, un seul aide-soignant pour 24 résidents à l'EHPAD, titre le journal. Les proches des patients dénoncent les carences en personnel. Et oui, vieillir, c'est une chance. À noter sur le même sujet, le reportage de Pierre Bienvaux dans La Croix sur la détresse des aides-soignants qui remplissent leur mission dans des conditions éprouvantes et de plus en plus précaires. Autant de personnels débordés qui tous attendent de voir pour croire quelques promesses que ce soit. Qui croire et que croire? Là encore, la question se pose à la lecture du Figaro et son article sur les cristaux guérisseurs. Où l'on vous parle de la vogue incroyable qui aimante l'univers du bien-être et de la beauté, en l'occurrence le pouvoir des pierres semi-précieuses. Les adeptes sont de plus en plus nombreux en France, à en croire le succès fou des pierres vendues par la créatrice Carrie Jeham à Paris. Des pendentifs, écrit le journal, inspirés et inspirants, dont les prix démarrent à 150 € et qu'elle a fabriqués après avoir pris des cours de gémologie et de lithothérapie. J'ai effectué un soin d'harmonisation des chakras à base de cristaux qui a changé ma vie, dit-elle. Depuis, j'en porte toujours à même la peau. Certes, les pierres ne soignent pas les maladies graves, précise-t-elle, mais elles sont porteuses d'émotions et peuvent développer des réactions étonnantes chez les gens. Ainsi, le quartz rose serait la pierre de l'amour, la sélénite, celle de l'antistress, la turquoise et l'œil de tigre luttent contre le mauvais sort. Sur Internet, les recherches sur le pouvoir des pierres explosent, plus 40% sur Google pour l'année 2017. Pourquoi ? Eh bien parce que les gens ont envie d'un retour aux sources, explique un chasseur de tendance. Ils veulent avoir l'impression de contrôler davantage la situation. Voilà, c'est à coup sûr la vraie phrase de l'article. Oui, d'une manière générale, on aimerait bien contrôler davantage la situation et de préférence sans se laisser berner, ni par des promesses, ni par des cailloux gris-gris, aussi jolis soient-ils. Très bien, je ne vous jette pas la pierre. On laisse le reste. Marion. Merci, c'était la revue de presse Marion Lagardère.